Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. C'est toujours un comté très, très baromètre. Marie Montpetit. J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi Patrick Derry. pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an? La rencontre, Derry Montpetit. Ça brasse en vue de l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon. On apprend ce matin que le candidat dont le nom qui a été annoncé pour le Parti québécois, Pascal Paradis, aurait transigé, aurait discuté avec la CAQ. Puis là, il y a deux versions qui se dessinent et il y a une belle bataille qui est en train de se faire par médias sociaux interposés entre les caquistes et les péquistes. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut, Patrick. Salut, Marie. T'as-tu sorti ton popcorn? Ou il est trop tôt? Ben, écoute, ouais. Moi, j'essaie de regarder au-dessus là, disons, de la partie moins propre de tout ça. Écoute, bon, pour résumer, évidemment, je répète comme hier, là, moi, j'ai très bien connu Pascal Paradis. Là, je veux dire, des études communes, ça rapproche. Les Law Games ensemble aussi. Puis des tournois de hockey bottine à 6 heures du matin après une soirée bien arrosée. Là, je veux dire, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, même si je l'ai pas vu récemment. Je connais aussi, tu sais, sa pensée politique. Fait que quand tu vois ça, l'histoire qui sort ce matin, c'est quoi? C'est qu'on dit, il aurait approché la CAQ, il aurait demandé une circonscription gagnante, assurée. Il aurait demandé un poste de ministre, il aurait demandé un logement, il aurait demandé plein de choses. On lui a dit non, il a dit correct, je me présente pas. Je me dis, oh boy. Ça paraît mal un peu. Ça paraît mal pas mal, même, je te dirais. Ça paraît... Ah oui, non, c'est... Ouais, écoute, ça c'est un donnait coup, puis en plus... une drôle d'impression du candidat. Là. Mettons que ça part bien mal. Puis tu sais, quand on le connaît, on le sait. Tu sais, moi, je sais que ce gars, c'est un indépendantiste convaincu. Fait que d'aller vers un parti fédéraliste, tu sais, en partant, c'est déjà un peu bizarre. Après ça, c'est un gars qui est un sociodémocrate extrêmement convaincu aussi. Puis tu sais, le PQ, on sait que c'est un parti qui est plus proche des syndicats que de la CAQ, par exemple. Là, tu regardes ça, mais c'est Colin, me semble ça ressemble pas au gars que je connais, mais tu sais, les gens peuvent peut-être changer. Et là, tu as cette sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était en vacances, qui sort de ses vacances et que là, qui est en beau fusil. Qui est en congé de paternité, pour être plus exact. Oui, ici. Pardon, oui, c'est pas exactement des vacances. Je peux en témoigner, mais bon, en tout cas, bref. C'est un congé qui est quand même qui est agréable. Il décide de sortir de ça. Pourquoi? Et là, sa version, finalement, c'est pas Pascal Paradis qui aurait approché la CAQ, c'est la CAQ qui aurait approché Pascal Paradis. C'est la CAQ qui lui aurait offert un poste de ministre. Il dit, OK, je vais écouter. Et au fil des discussions, par exemple, Pascal Paradis a dit, écoutez, moi, le projet de troisième lien, je suis absolument pas confortable avec ça, je suis pas à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Puis on lui a dit, tu dis rien pendant la campagne, tu pourras parler après. Il était pas confortable avec ça, donc finalement, ça a fini par achoper. Et tout ça, c'était sous des conditions de confidentialité. Qu'est-ce qu'on fait? On brise ce saut de confidentialité qui est quand même assez important. 2, on égrène l'histoire par morceaux de la façon qui soit la plus défavorable possible pour la personne qui est impliquée, mais en oubliant les parties qui sont importantes. Puis là, évidemment, écoutez, là, ça, c'est les versions de part et d'autre. Part et d'autre, on va se garder une certaine réserve. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Ce serait intéressant de savoir s'il y a des questions de temporalité aussi. Mais pour vrai, Marie, si c'est ça qui s'est passé, puis si c'est la version de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est vraie, et peut-être que Pascal Paradis a fait l'erreur de ne pas répondre, de ne pas rappeler les journalistes pour donner sa version. Il y a cette partie-là, il y a une zone d'ombre. Mais si c'est la version de PSPP qui est vraie, honnêtement, les gens qui ont fait ça du côté de la CAQ, ce sont des sociopathes. C'est absolument... C'est vraiment pas correct de fonctionner de cette façon-là. Écoute, on va le savoir, ça va rester à suivre, on va avoir une réponse aux questions. Mais, tu sais, sur le principe plus général, là, tout ne devrait pas être permis en politique. C'est important, un minimum d'intégrité. Puis moi, ça m'agace toujours. Tu sais, il y a des joueurs dans tous les partis politiques, il y en a, mais il y a des gens qui font des sales besognes, et on en a dans le gouvernement au pouvoir. Hein? On a M. Koskinen, Stéphane Gobeil,
et One Solves, tous les stratèges, les communicateurs qui sont autour. Puis là, écoute, il y en a dans le Parti libéral aussi, des gens comme ça où il y en a eu, puis même chose dans toutes les formations politiques, mais c'est un petit peu plus présent, je te dirais, du côté de la CAQ, puis ça l'a été aussi au PLQ. Et là, on spin. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est quelque chose qui est secondaire, mais on fait sortir l'histoire, on nourrit, on alimente, et après ça, même si c'est corrigé, tu sais, si la véritable version finit par sortir de façon intégrale, qu'est-ce que les gens vont retenir? C'est sale. Il y a sûrement quelque chose de louche là-dessus. C'est sûr que c'est pas correct. Et là, on va se ramasser avec les réputations de quelqu'un, moi je le rappelle, qui a quand même quitté un job dans une grosse firme d'avocats il y a plusieurs années pour fonder une organisation non gouvernementale, internationale, Avocats sans frontières, qui a décidé d'aller se donner du trouble dans des pays où les systèmes de justice sont vrais, en tout cas même les systèmes démocratiques sont pas nécessairement au même niveau que le nôtre, qui pourrait avoir sa réputation salie. Ça te donne-tu le goût d'aller en politique? Pas vraiment. Non, mais tu sais, il y a de ça. Moi, la couche de malaise que j'ajoute à ça, c'est que, écoute, il y a une partie... Là, je sais pas qui a raison, qui a tort. Là, moi aussi, là, je veux dire, on a deux versions qui sont tellement contradictoires de qui a approché qui, puis dans quel contexte, puis qu'est-ce qui s'est dit. Mais il y a un bout, par contre, que je trouve absolument non éthique, dégueulasse. Là, j'ai pas d'autre mot que ça. C'est que des conversations privées se retrouvent dans l'espace public. Tu sais, la partie, admettons, on fait admettons que la version de la CAQ, elle est vraie. Admettons vraiment que Pascal Paradis a eu des rencontres et a dit ce qu'il a dit et a demandé ce qu'il a dit. C'est de bonne guerre. Puis de la même façon que ça avait été fait avec Gertrude Bourdon, rappelle-toi. Je veux dire, à un moment donné, si tu magasines comme candidat, je vois pas pourquoi un parti se priverait d'aller le mentionner à un journaliste et de le mentionner sur la place publique. Je veux dire, assume tes démarches, assume ce que tu fais. Le bout que je trouve vraiment dégueulasse, c'est que des conversations privées par texto, que des conversations privées par courriel, soient en plus de ça, soient diffusées. Ça, ce bout-là, je veux dire, totalement inacceptable. Non, puis là, après c'est ça, il faudra flexible. voir la suite qui effectivement, qu'est-ce qui s'est réellement dit, qu'est-ce qui s'est réellement... Écoute, si ça a été inventé, là, on est dans du pur délire, là. Oui, mais c'est ça, c'est l'intégrité, un minimum d'honnêteté. Tu sais, si le parti au pouvoir, le premier ministre t'appelle, ou même le chef de l'opposition, t'écoutes, peu importe le parti. Puis moi, je dirais, t'as le devoir d'au moins prendre le temps d'écouter. Puis même si t'as plus le goût de dire non que de dire oui, t'écoutes, t'as l'occasion de servir, c'est quoi les conditions, dans quelle façon, tu sais, c'est correct comme citoyen de faire ça. Mais si la sanction, après ça, si tu décides de pas le faire, c'est de te faire dégueulasser dans les médias, c'est vraiment pas intéressant. Puis effectivement, moi, en tout cas, ça sera une autre conversation, mais ça soulève tout le problème d'avoir l'ultra-concentration des pouvoirs autour de la personne, non seulement du premier ministre, mais de staffers non élus, qui sont absolument pas redevables devant personne sauf leur patron, qui, avec un gouvernement tout puissant, qui a finalement plus de compte à rendre à personne. Oui, mais tu vois, moi, mon impression, Patrick, quand j'ai lu le premier article qui mentionnait, qui avait flirté avec la CAQ, je me disais, boy, c'est vraiment pas bon. Puis, comme tu dis, ça trace pas un portrait particulièrement intéressant de la personnalité de Pascal Paradis, là, sur la première version. Mais là, avec la réponse, puis l'autre version qu'on a de Paul Saint-Pierre Plamondon, je me demande si ça va pas donner, en fait, moi, mon impression, c'est que ça va donner un élan au Parti québécois. Là, les militants vont avoir le couteau entre les dents, ils vont se mobiliser pour aller aider Pascal Paradis. Ça donne tellement l'impression que c'est une campagne de salissage que ça va peut-être leur donner un petit élan de plus. Ah, c'est sûr que dans Jean Talon, c'est certain qu'il y a des gens qui vont être motivés pour se lever le matin pour aller sonner aux portes. Ça, c'est pas mal donc, certain. Peut-être que la CAQ va avoir fait complètement l'inverse de ce qu'elle souhaitait avec cette démarche-là. Et le PQ est assez efficace dans ses communications publiques, les publicités sur les médias sociaux. Là, gageons qu'il va avoir de la matière.
Absolument. Sur un autre sujet, toujours à Québec, hein, tu as vu Bernard Drinville qui nous annonce que la situation est encore pire qu'on le pensait sur le nombre d'enseignants manqués. On était déjà en mode panique à 5 000. Là, finalement, c'est plus de 8 000 enseignants qui sont manquants alors que la rentrée scolaire commence là. Je veux dire, c'est vraiment en ce moment. C'est puis en même temps, là, tu me diras ce que tu en penses, là, mais tu sais, c'est en plus de ça, il annonce qu'il va interdire les cellulaires dans les classes, mais pas vraiment de directive, elle n'est pas prête, elle n'est pas faite, on ne sait pas comment ça va se faire, on en reparle plus tard. Est-ce que ça donne pas l'impression... Tu sais, il y a quelque chose d'un peu sarcastique à ce qu'ils sortent ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu une tentative de diversion? Ben écoute, on ne prêtera pas d'intention, mais c'est drôle comment le timing arrive. Ceci dit, moi je trouve que c'est une excellente décision dans le sens où ça appuie les directions d'école, puis on sait qu'à certains endroits, c'est un petit peu plus difficile. Fait que bon, ça c'est correct. Maintenant, sur les 8000, puis tu sais, je rappelle, ça a été pas mal plus rapide et facile d'interdire la prière que d'interdire les cellulaires, hein. Mais bon, puis la prière, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas beaucoup d'effet sur la pédagogie. Là. Même, j'imagine que la réflexion, ça peut être positif, mais bon, passons là-dessus. Sur les 8000 profs manquants, écoute, je pensais même pas que ça se pouvait. Il y a à peu près 100 ou 110 000 profs permanents à temps plein au Québec, parce que 110 000 enseignants. Là, il y a un certain nombre à temps partiel là-dedans aussi, fait qu'il faut faire attention. Mais écoute, c'est un nombre qui est ahurissant. Et regarde, bon, on l'a déjà dit, les problèmes aux profs, qu'est-ce qu'il y a? Les profs au Québec sont les moins bien payés, sont dans des conditions qui sont pas toujours faciles, c'est pas très attractif. D'ailleurs, on a de la misère à en tirer dans des facultés d'enseignement. Ça a déjà été contingenté. Le système les broie dans les premières années parce que les quarts de tâches, les demi-tâches, les tiers de tâches éparpillées, ça fait en sorte que beaucoup d'enseignants décrochent. Fait que tout ça, c'est su. Et moi, je l'ai dit, je pense que même si de dire que ça va prendre on va essayer d'avoir un adulte dans chaque classe, faut aller vers des formations plus courtes, extrêmement accélérées, ça va être imparfait, mais le problème, c'est qu'on n'a absolument rien fait depuis 10-15 ans, fait que ça va être difficile. Mais il y a aussi encore, on va revenir au contrôle politique, tu vas aimer ça. Hier, je voyais Stéphane Gobeil, conseiller du premier ministre, qui disait sur les réseaux sociaux, postait un article pour dire, regardez, il y en a des pénuries de profs ailleurs. Puis il donnait un exemple de ce qui se passait aux États-Unis. Puis ça, c'est une tactique que la CAQ a utilisée dans le passé pour la COVID ailleurs. Utilisée dans la pandémie autant comme autant, tu sais, se comparer à ce qui va mal ailleurs. Tu ne compares jamais au bon, là. Non, c'est ça, c'est drôle, on se compare jamais au meilleur. On trouve tout le temps un endroit où est-ce que ça va plus mal. Puis là, dans le cas des profs, on pointe quoi? Les États-Unis. Ben, les États-Unis, il y a vraiment des problèmes. Les profs sont pas vraiment payés. Il y a des parallèles à faire avec le Québec. Dans certains cas, il y a le plan, il y a même pas les moyens de se payer un plan d'assurance médicale. Tu sais, écoute, il y a d'autres pays où il en manque des profs, mais pour donner une idée, c'est en France, il manquait quelque chose comme 4000 profs avant Noël l'année passée. On parle d'un pays de 65 millions d'habitants. Là, au Québec, on est à 8000. Fait que oui, il y a des pénuries de profs, mais c'est une autre chose de dire. Quand on dit que dans un autre pays, mettons qu'en Angleterre, il y a de l'attente, par exemple, à l'urgence, c'est vrai que le système de santé anglais est sous pression ces dernières années, là. Il y a personne qui attend. En tout cas, c'est pas dans la même ampleur que nous autres. On a des attentes de 48, 72 heures, des fois une semaine sur une civière. Tu sais, fait que les grands titres, c'est une chose. Ce qui se passe dans la réalité, c'est une autre. Mais encore là, qu'est-ce que les spineux font? Ils spinent. Regardez les meilleures pratiques à la place. Il y a des pays où il n'y en a pas de pénurie d'enseignants, où ça va plutôt bien. Il faudrait regarder qu'est-ce qu'ils font là-bas, puis faire un peu moins de politique. Patrick pas de la petite politique, de la grande politique. C'est ça, absolument. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci. À bientôt.